Le film est un film américain sorti en 1998 et réalisé par Joe Dante. Il s'ouvre sur une scène qui nous explique non pas sans cynisme ce qu'est Globotech. Globotech Industries, leader mondial incontesté de l'armement militaire de haute technologie, vise aujourd'hui encore plus haut. Sous l'impulsion de leur directeur général Gil Mars, les ingénieurs de Globotech s'engagent sur la voie du secteur commercial le plus prometteur des années à venir en incorporant une technologie de combat dans des produits de consommation destinés à toute la famille. Pour la première fois, vous et les vôtres allez bénéficier de la même exigence de qualité que celle du ministère de la Défense des États-Unis à des prix adaptés au secteur privé. Globotech, l'industrie du glaive, devient celle du rêve pour vous et votre famille. On retrouve ensuite deux ingénieurs qui travaillent pour Heartland, une filiale de Globotech qui est spécialisée dans la construction de jouets, qui doivent présenter leurs projets respectifs à leur patron. Le premier présente les Gorgonites. Ce sont des monstres qui viennent d'un royaume, le pays de Gorgon, et ils débarquent dans notre monde et ils sont perdus. Alors, pour pouvoir retourner sur Gorgon, ils doivent découvrir comment fonctionne notre monde. Ça permettra aux enfants d'étudier et d'apprendre et de découvrir Excusez-moi, des choses. vous avez dit étudier? Étudier, oui. Suivant. Et le deuxième présente les Commandos. Permettez-moi de faire les présentations. Le Major Chip Hazard, leader du commando d'élite. L'avenir est déjà là. C'est l'aube d'une ère nouvelle pour l'action. L'unité de combat high-tech la plus redoutable au monde s'apprête à conquérir le prochain millénaire. Le patron valide le projet à la condition que les figurines puissent sortir de leur état de prototype d'ici grand max 3 mois, et il ajoute une dernière requête. Ces affreux, ces horreurs, ces monstres seront leurs ennemis et ils devront les débusquer et les vaporiser. Mais ils ne sont pas... monsieur, vous ne trouvez pas ça un petit peu trop violent? En effet, n'appelez pas ça violence, appelez ça action. Les gosses aiment l'action. C'est commercial. D'ailleurs, y a pas de quoi s'en faire. Ce ne sont que des jouets. Mais à cause d'un délai trop court et d'exigences inatteignables, un des deux employés usurpe le mot de passe de son collègue et s'en sert pour acheter des puces de modèle X1000 qui proviennent d'un surplus militaire. Et par ici, les 500 000 microprocesseurs. S'ensuit une scène très cool où on voit la fabrication des figurines sublimée par la musique de Jerry Goldsmith. Puis on retrouve Alan, un jeune garçon turbulent travaillant dans la boutique de jouets de son père qui reçoit une cargaison. Gorgonite et commando d'élite? Qu'est-ce que c'est? On va voir. Il insiste auprès du livreur pour en obtenir, ces dernières étant prévues pour la grande distribution et pas pour les petites boutiques. Il réussit son affaire et alors qu'il décharge les stocks, une cliente, la voisine d'Alan, et son petit frère entrent dans le magasin. Moi, je voulais que tu m'emmènes à Toy World. La vie est pleine de déceptions, Timmy. Va faire un tour. Le petit tombe par hasard sur les commandos et en veut absolument un pour son anniversaire qui est la semaine prochaine. Mais une des figurines ayant mystérieusement disparu, Alan n'est pas en mesure de les vendre, alors sa voisine, Christy, promet de repasser demain pour les acheter. Et en partant, elle croise son petit ami, qui est visiblement l'archétype du mec cool, vu qu'il a une moto rouge, un bomber et qu'il est blond. Alan rentre chez lui et les soupçons qu'on a depuis quelques scènes déjà se confirment, les jouets sont vivants. En effet, Archer, le leader des Gorgonites, s'est glissé dans le sac d'Alan dans le but d'échapper aux commandos. Salut, je suis Archer, émissaire des Gorgonites. Quel est ton nom? Je m'appelle Alan. Toi, la ferme. Je dois faire mes devoirs. Salut Alan, toi la ferme. Qu'est-ce que t'as dit? T'as bien prononcé mon nom. Oui.
Et en parlant de s'échapper, les commandos se libèrent de leurs emballages. S'ensuit une présentation qui transpire le bleu, blanc, rouge étoilé et l'impérialisme. Soldats, aucun pauvre idiot n'a jamais gagné une guerre en mourant pour sa patrie. Il les gagne en allant au bout de ses capacités. La bourse ou la vie? La liberté ou la mort? Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des Gorgonites. Sauvez-vous! Vous êtes la crème de la crème et bien peu seront élus. Ne vous demandez pas ce que la patrie peut faire pour vous. Contentez-vous de regretter de n'avoir qu'une vie. La guerre contre les Gorgonites sera notre triomphe. Commando d'élite, apprêtez-vous à tirer la première balle. Débusquez les Gorgonites et fragmentez-les. Bon, visiblement, l'objectif des commandos est clair, hein. Faire ce pourquoi ils ont été programmés, c'est-à-dire trouver et tuer les Gorgonites. Et en parlant de Gorgonites, on retrouve Archer qui se sert de l'ordinateur d'Alan pour D'étudier et d'apprendre. il s'informe sur l'histoire des USA, les présidents, la guerre, Watergate, puis tombe sur une image qu'il a associée à sa planète natale, Gorgon. Alan comprend que les jouets sont vivants et les deux font plus ample connaissance et deviennent amis, à tel point qu'Alan devient Grand ami d'Archer, défenseur de tous les Gorgonites, grand maître d'Ancarta. Grand maître d'Ancarta? Bref, pendant qu'ils discutent, les Gorgonites qui sont restés au magasin, eux, sont censés s'être fait massacrer, mais Alan et Archer retrouvent les Gorgonites survivants cachés dans la poubelle de la boutique. Enfin bref, on va accélérer un petit peu. Christy est pris en otage par les commandos et des poupées Barbie tueuses ressuscitées créées pour l'occasion. Heureusement, Alan vient à son secours avec l'aide des Gorgonites. Une fois Christy la voisine libérée, tout le monde se réunit pour la bataille finale. La famille de Christy, la famille d'Alan, les concepteurs des figurines qui essayent tant bien que mal de réparer leur erreur, les Gorgonites et les commandos. Bon, bref, ça explose, tout explose, les commandos sont vaincus et tout peut enfin retourner à la normale. Les Gorgonites, victorieux et enfin débarrassés du fléau des commandos, décident de partir en quête de ce qui pourrait leur servir de foyer. Ils quittent Alan et prennent la mer et... fin. Le film a pas super bien marché. 40 millions de dollars de budget pour seulement 70 millions de dollars de recettes à l'international. Le film est globalement pas super bien noté, hein. Regardez sur Rotten Tomatoes, bon c'est pas le site du siècle et je suis pas toujours d'accord avec la manière dont c'est noté, mais le film est environ à 50%. Même moins de 50% en fait. Et que ce soit du côté des critiques comme du public d'ailleurs. Là on a quand même à plus de 100 000 reviews côté public. C'est pas rien. C'est-à-dire à peine 10% de plus que Postal, hein. Donc voilà, Small Soldiers se tape une réputation de film assez moyen, même oubliable, voire carrément oublié. Sincèrement, je vais vous mettre d'autres films jeunesse sortis en 1998. Je suis quasiment sûr que vous en avez au moins vu 2 sur les 4. Et je suis quasiment sûr que vous n'avez pas vu Small Soldiers. Parce que j'ai l'impression que la critique et la plupart des gens considèrent que c'est pas un très bon film, voire même un mauvais film. Mais je suis pas d'accord. Au nom de quoi Small Soldiers serait un mauvais film ? Je pense sincèrement que Small Soldiers n'est pas un mauvais film. Alors si c'était pas un mauvais film, pourquoi est-ce qu'il a cette réputation et pourquoi est-ce qu'il a autant bidé ? Et bah pour comprendre tout ça, il faut remettre les choses dans leur contexte. Tout d'abord, le réalisateur de Small Soldiers est Joe Dante. Et Joe Dante, c'est lui. Et il a entre autres réalisé Gremlins. Gremlins qui a été un succès absolument colossal puisque, on le rappelle, pour 11 millions de dollars de budget, il a rapporté environ 150 millions de dollars à l'international. C'est énorme. D'ailleurs, il y a de grandes chances que vous n'ayez vu que Gremlins 1 et Gremlins 2 de la filmographie de Joe Dante, mais allez vous y intéresser. Joe Dante, il a fait plein de choses. Il a fait plein de films, il a fait des épisodes de séries, et c'est un véritable passionné de l'horreur. Donc lui, quand le scénario de Small Soldiers débarque sur sa table après que Steven Spielberg l'ait racheté, eh ben il a envie de faire comme Gremlins. C'est-à-dire un film mi-horreur, mi-comédie, mi pour adultes, mi pour enfants,
avec toujours un peu de gore et surtout évidemment énormément de références. Sauf que cette vision-là du film ne plaît pas du tout au studio DreamWorks et ne plaît pas du tout aux partenaires du film, c'est-à-dire Hasbro et Burger King. Et évidemment des désaccords entre producteurs, studios et partenaires, et bah ça fait pas bon ménage. Mais ce qui on est d'accord plonge tout le monde dans une situation qui est complètement absurde. Pourquoi demander à Joe Dante de réaliser le film si c'est pas pour en faire un film de Joe Dante? Je veux dire, tu lui demandes, tu t'attends à ce qu'il y ait des touches d'horreur et de gore. Alors, pourquoi lui demander de faire une espèce de Toy Story? Ça n'a aucun sens. Joe Dante a dit, je cite, « À l'origine, on m'avait demandé de faire un film nerveux pour les adolescents. Mais quand les sponsors sont arrivés, le nouveau mot d'ordre était de l'adoucir pour en faire un film pour enfants. Il s'est avéré qu'il était trop tard et que le film comportait des éléments des deux approches. Juste avant la sortie, il a été purgé au montage de beaucoup d'explosions et d'actions. » Et c'est ça qui a tué Small Soldiers dans l'œuf en fait. C'est-à-dire la volonté de Burger King de vendre des figurines dans leur menu, ça a complètement anéanti le film. Parce que du coup, qui va vendre des figurines à des enfants si le film leur est pas réellement destiné, s'il se destine plus à un public d'adolescents? Donc pour s'assurer la vente des figurines dans leur menu, Burger King va négocier. Enfin, pas ils vont négocier, ils vont imposer. En fait, le film va passer de rated R, c'est-à-dire interdit aux moins de 17 ans, donc qui vise clairement plus un public d'adolescents, à un PG-13, c'est-à-dire film interdit aux moins de 13 ans. Et c'est le max qu'ils acceptent. À la base, même le PG-13, ils n'étaient pas partants. Et résultat des courses, le film se retrouve charcuté, beaucoup de séquences sont coupées au montage, des reshoots sont imposés, sauf que, pas de chance, certains de ces reshoots imposés ne peuvent même pas être tournés car Phil Hartman, l'acteur du père de Christy, se fait assassiner. Et est-ce que le résultat est mauvais? Certes, le projet n'est pas le résultat de la vision totale qu'en avait Joe Dante au début. Certes, il a été altéré, et certes, il y a des scènes qui ne sont plus présentes. Et c'est peut-être un des films les moins Joe Dante de Joe Dante. Mais est-ce que c'est un mauvais film? Eh ben non. Non, je pense que Small Soldiers est un bon film. Je pense que Small Soldiers est un bon film et que s'arrêter au fait qu'il a été aseptisé et que des marques aient intervenu sur le résultat final est une erreur. Et que la raison pour laquelle le film n'a pas vraiment eu le droit à une rédemption même des années plus tard, c'est que les gens se sont arrêtés à cette réputation de film charcuté et qui se sont pas s'intéresser au résultat qui pourtant est très bon, parce qu'il y a de très bonnes choses dans Small Soldiers. Et on va en parler. Tout d'abord, je suis pas d'accord avec les critiques qui disent que ce film est un des films de Joe Dante qui a le moins son ADN. Pour une raison très simple, quand bien même ce sont les deux genres qui l'ont le plus inspiré, je ne pense pas que l'ADN de Joe Dante réside dans l'horreur ou bien la science-fiction. Il réside dans quelque chose d'autre. Joe Dante est un cinéphile qui fait du cinéma pour les cinéphiles. Et c'est pour cette raison que ces films sont blindés de références, et que ce soit à ses propres films ou aux films d'autres réalisateurs d'ailleurs. Et je suis très loin d'avoir une grosse culture cinématographique et très loin d'avoir vu toute la filmographie de Joe Dante. Et pourtant, rien qu'en regardant Small Soldiers, on peut facilement repérer plein de petites références. Il y a évidemment beaucoup de références à des films de guerre, comme par exemple Apocalypse Now ou Patton, mais ça va aussi sur d'autres films comme par exemple Titanic qui est sorti la même année, Terminator, Frankenstein ou même Mad Max. Sans oublier des références de Joe Dante à sa propre filmographie, comme par exemple des références à Gremlins. Et ça, c'est seulement celles dont je vous parle et les plus évidentes, mais je vous laisse le loisir de regarder le film vous-même et d'en trouver à votre tour. D'ailleurs, c'est même ça que j'aime beaucoup dans le cinéma de Joe Dante. C'est un cinéma qui vous garde actif. Il y a une espèce de côté où est Charlie, où on peut chasser la référence dans absolument tous les plans. Et ça apporte plein de choses positives. La première chose, c'est que c'est gratifiant. Notre curiosité de spectateur est récompensée. La deuxième, ça fait que les films de Joe Dante sont ultra regardables, pour une raison très simple. Regardez un film de Joe Dante maintenant, et re-regardez-le dans 5 ans, après avoir vu d'autres films, et notamment d'autres films que Joe Dante aurait pu voir, donc des vieux films, du vieux cinéma de monstres et du vieux cinéma de science-fiction. Et ben vous allez pouvoir re-regarder le film de Joe Dante et découvrir des nouvelles références. Et ça, je trouve ça absolument génial, parce que ça veut dire que les films de Joe Dante peuvent prendre d'autres niveaux de lecture et d'autres sens au fur et à mesure qu'ils évoluent en même temps que notre culture. Et une dernière chose qui pour moi est très importante. Les films de Joe Dante sont des films qui nous poussent à parler de films. C'est-à-dire qu'après l'avoir visionné, vous aurez peut-être capté des références que le voisin, lui, n'a pas vues. Et ça va vous forcer à en parler. À dire, moi, j'ai vu ça, et toi, t'as vu ça et ça. Et des films qui poussent à parler de films, pour moi, c'est ce qui participe en très grande partie à maintenir le cinéma en vie. Et la preuve en est, c'est que ce film m'a donné envie de vous en parler. Et peut-être que vous allez vous intéresser à la carrière de Joe Dante si vous ne le connaissiez pas, et peut-être vous intéresser au cinéma de genre des années 50. Et ça, je pense que pour des nouvelles générations, c'est super important. Même moi, pour ma part, m'intéresser aux films de Joe Dante, ça m'a fait m'intéresser à des films que j'aurais peut-être jamais regardés si lui n'y avait pas fait référence ou si lui ne s'en était pas inspiré. Et pour moi, c'est important, parce que le jour où on ne parle plus de cinéma, eh ben, il n'y a plus de cinéma.
Comme je vous l'ai expliqué précédemment, Dante a eu énormément de pression extérieure lors de la réalisation de ce film. Et évidemment, ça a transpiré sur la création du projet. À tel point que c'est une thématique assez récurrente dans le film et que je pense que la scène d'intro avec les deux créateurs de jouets est inspirée directement de Joe Dante et Spielberg. D'un côté, on a Irwin, ce que j'estime être la représentation de Joe Dante, un grand enfant idéaliste et un peu rêveur quoique désorganisé qui se sert de croquis dessinés à la main, face à Larry, plus sérieux et conventionnel et plus enclin à se plier à la logique commerciale et aux lois du profit et qui se sert de méthodes plus modernes. Ce qui renvoie à un autre propos du film qui symbolise la crainte de Joe Dante vis-à-vis de l'industrie cinématographique et plus précisément la crainte de voir des personnages de cinéma devenir entre guillemets physiques par le biais de jouets et envahir le monde réel par le biais de la mercantilisation agressive de Hollywood, quitte à sacrifier certains éléments d'un film et parasiter l'authenticité de son créateur. Et tout ça donne deux facettes au film, le rendant très ambigu. D'un côté, il est un énorme spot publicitaire, et de l'autre, une critique du marketing et donc de l'impact du capitalisme sur une industrie comme le cinéma qui, au profit de cette dernière, est prêt à sacrifier ses artistes. Le tout se reflétant, par exemple, dans cette réplique. La raison d'être des jouets Heartland depuis toujours, c'est la joie des enfants, et Gil Mars n'en a rien à faire de tout ça. Tout ce qui compte pour lui, c'est le profit. Je vais te dire, je trouve ça nul. Sois le bienvenu sur Terre, Erwin. T'es peut-être pas un habitué de nos coutumes, mais c'est généralement comme ça que ça fonctionne ici, dans le monde réel. Oui, le monde réel, il est nul. Ou encore celle-ci. Nouveau patron, tu vois? Tiens. Bientôt, la richesse du monde sera aux mains d'une méga corporation. Et on dira au revoir aux petits artisans. En fait, dans Small Soldiers, l'industrie du jouet, c'est celle du cinéma. Le film n'est pas seulement une critique d'Hollywood et du marketing, il est également une critique profondément antimilitariste, les Gorgonites pouvant être par exemple les Vietnamiens et les commandos les soldats américains. Mais Small Soldiers ne s'arrête pas uniquement à une critique de l'antimilitarisme, il critique également le port d'armes et le fait que, par exemple, des enfants aux États-Unis reçoivent des armes à feu pour leur anniversaire. Et on peut voir à plusieurs moments du film que les commandos sont une allégorie des armes à feu. J'ai déjà trouvé un slogan, le commando d'élite, à côté d'eux, tout le reste n'est que jouet. Avec eux, le reste reste un jouet. Bien, oui, c'est bien aussi. Notamment à la fin, où, de manière très assumée, le patron décide de les vendre en tant que tels. On les vendait combien, ces trucs? 79,80, je crois. Bon, très bien. Ajoutez quelques zéros à ce chiffre et appelez mon département armement. En Amérique du Sud, je connais quelques rebelles qui trouveront ces jouets beaucoup plus divertissants. On peut aussi y voir une critique de la perversion de certains outils au profit de la guerre. Mais la critique de l'armée américaine ne s'arrête pas là, puisque la fin du film dénonce l'impunité avec laquelle elle a pu agir. Comment ça va, Joey? Rendez-moi un petit service. Que vous voudrez? Bougez-moi ce bahut avec le logo géant de Globotech dessus avant que la télévision ne fasse chier. Ce sera dur, monsieur Marsh, j'ai un problème avec les vitesses. Sans compter mon traumatisme crânien, mon choc émotionnel et psychique. Wouh! Merci. Oui, monsieur, tout de suite. Excusez-moi, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. J'ai juste subi une mise à sac globale de ma maison, de mon garage et de mon équipement audiovisuel haut de gamme. Et, merci, c'est vrai. Excusez-moi, monsieur, qui que vous soyez, il ne faudrait pas oublier notre maison. Oui, et tenez compte aussi de la peine, de l'angoisse et de l'humiliation. De l'humiliation, oui. Je suis sûr que même vous n'avez pas les moyens de me rembourser ça. Oh, mais si, en fait, vous les avez. Vous pouvez commettre les exactions que vous voulez tant que vous êtes un Américain qui débarque en hélicoptère avec un gros chéquier, vous n'aurez aucun problème. Même en dehors de tout ça, le film est le théâtre de beaucoup d'oppositions. Des oppositions entre le jeune et l'aîné, les méthodes traditionnelles contre les nouvelles méthodes multimédiatiques, le vivant contre la machine, la violence contre le pacifisme, la passion contre l'argent, la corporation contre l'artisanat et la nature contre l'industrie. Bon, je vais pas pouvoir vous parler de tout ça, hein, auquel cas la vidéo serait beaucoup trop longue, et surtout j'ai pas envie de vous arracher tout le plaisir de découvrir ce film. Mais bon, je vais quand même essayer d'aborder 2-3 passages qui me tiennent à cœur, et on finira là-dessus. Comme je l'ai déjà dit, le film est blindé de détails, mais un que je trouve assez sympathique, c'est que la boutique dans laquelle travaille Alan s'appelle The Inner Child, ce qui veut dire littéralement l'enfant intérieur. Ce qui veut dire que tout au long du film, Alan et son père travaillent littéralement sur leur enfant intérieur. Et comme ils sont constamment en conflit, je trouve que ça apporte du poids à la scène finale. Pourquoi? Parce que dans la scène finale, les Gorgonites prennent la mer avec un bateau fabriqué par le père d'Alan. C'est une symbolique forte. Ce qu'a créé et compris le parent, une fois légué à l'enfant, devient synonyme de liberté et de protection. Et ça, c'est beau. Il y a également une autre scène qui m'a touché et que je trouve assez pertinente. C'est la scène de la fenêtre. Gorgon est notre patrie, Alan.
nous aidera à la retrouver. Je ne crois pas que vous la trouverez là-dedans. Alan, si Gorgon n'est pas dans cette fenêtre, est-elle dans celle-ci? Il n'y a rien dans les fenêtres. Les choses se trouvent au-delà des fenêtres. Quelle chose? Les choses, l'extérieur, les arbres, l'électricité. La maison de Christy. Et qu'y a-t-il au-delà? Les magasins. Et qu'y a-t-il au-delà? Il y a l'autoroute là-bas. Et qu'y a-t-il au-delà? Il y a des kilomètres carrés de champs. Et qu'y a-t-il au-delà? J'en sais rien. Gorgon. D'un côté, on a les Gorgonites, nouveaux au monde qui n'en connaissent absolument rien et qui posent des questions extrêmement naïves. Et de l'autre, on a Alan qui voit le monde au travers des yeux d'un adolescent. Et qui, de fait, ne le voit pas forcément plus loin que la maison de sa petite amie, les champs qui l'entourent ou le magasin auquel il va faire ses courses. Et où, en fin de compte, on peut se rendre compte que lui ne s'est jamais réellement posé la question de ce qu'il y avait au-delà de tout ça, là où une machine, nouvellement créée, se la pose elle. Et qu'en l'absence de réponse, la machine s'est dit qu'au-delà de ce qu'elle connaît, il y a forcément ce qu'elle cherche. Et je sais pas. En regardant le film, j'ai trouvé cette scène touchante et j'avais envie de vous en parler. Bon, et ben voilà. J'ai pas non plus tout dit sur Small Soldiers, mais je préfère vous laisser le loisir de découvrir le film vous-même. Certes, le film n'est pas parfait et a notamment quelques problèmes de rythme, mais c'est quand même un film que j'affectionne tout particulièrement et que je trouve injustement boudé. Donc je propose qu'on réhabilite Small Soldiers. Réhabiliter? Réhabiliter. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, je vais vous laisser en générique avec quelques références qu'on peut apercevoir dans le film. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. L'avenir est déjà là. C'est l'aube d'une ère nouvelle pour l'action. Gizmo. Soldats, aucun pauvre idiot n'a jamais gagné une guerre en mourant pour sa patrie. Il les gagne en allant au bout de ses capacités. Nous avons rencontré l'ennemi et c'est vous! J'adore l'odeur du polyuréthane le matin. Elles sont vivantes, vivantes. J'espère qu'on percutera pas un iceberg.